Donc on vous souhaite la bienvenue à la remise des prix La Voix des blogueurs. Donc on est très heureux d'être là tous ensemble. Donc je vais vous présenter rapidement Iris du blog Voyage dans mes nuages, Nathan du blog et de la chaîne YouTube Le Cahier de lecture de Nathan, Théo du blog Le Cinéma des livres, Clémentine du blog Le Monde de Ken. Moi je suis Tom de La Voix du livre. Et il y a 3 blogueurs qui font aussi partie du jury qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc Sophie du blog Délivrer des livres, Vavi du blog Vavi Booking et Audrey du blog et de la chaîne YouTube Le Souffle des mots. Et donc nous sommes en présence de Timothée Fourmel et Anne Lambandou. Et avant de commencer donc, cette petite rencontre avec ces 2 auteurs, je voulais vous présenter rapidement le prix. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix qui a vu le jour il y a environ 3 ans. Et c'est donc un prix qui au début était vraiment sur internet et qui cette année, le Salon du Livre nous a permis de le concrétiser en faisant cette remise des prix ici au Salon du Livre. Donc on est très heureux parce que c'est un prix qui a vu le jour vraiment sur nos chaînes, nos blogs, nos chaînes, nos pages Facebook, etc. Et aujourd'hui on a cette reconnaissance mais aussi cette mise en avant donc, du prix. Des blogueurs, donc les blogueurs que vous connaissez sûrement, en tout cas c'est un nouveau média, enfin on peut le dire, parce que ça permet de faire un nouveau prescripteur qui se rapproche à la fois des lecteurs, parce que nous sommes à la fois au départ des lecteurs, mais aussi des lecteurs qui sont impressionnés par le nombre de lectures qu'on lit, qu'on essaie d'analyser. Donc voilà, on essaie aussi de mettre en avant les blogs et la littérature, notamment jeunesse. Donc c'est un prix qu'on a défini comme prix littéraire sans vouloir insister sur la littérature jeunesse. On a d'ailleurs La Horde du Contrevent, donc, chez Folio SF, qui n'est pas un livre jeunesse, mais qu'on a tenu à laisser dans la sélection, parce qu'il peut être lu notamment par les plus grands d'entre vous, et qui a aussi sa force et toutes ses qualités. Donc voilà, donc on voulait aussi mettre en avant la littérature jeunesse comme une littérature tout à fait comme les autres. Et donc c'est ici que le lieu était le plus propice pour cette mise en avant. Donc on voulait remercier le Salon du Livre et de la Presse de Montreuil pour cette opportunité, mais aussi les éditeurs qui nous ont fourni des livres pour les lire, mais aussi pour les faire gagner sur la page Facebook La Voix des blogueurs. On voulait remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont aidés. On voulait aussi remercier Marine Carteron, l'auteur des Autodafeurs, qui nous a aussi aidés dans ce prix. Voilà. Donc la sélection, on va vous la présenter juste après. On a nos 3 finalistes qui sont ici. On va vous présenter le prix, ensuite on aura la rencontre, puis on annoncera le gagnant à la fin de cette rencontre. Voilà, et on voulait remercier Timothée Fourmel et Anne Lambandou d'avoir accepté d'être avec nous, parce que c'est de grandes personnes de la littérature. Et c'est aussi grâce à eux et pour eux que ce prix existe, parce que sans cette littérature, on n'aurait pas cette passion non plus. Et comme dit Bourg dans Tant que nous sommes vivants, on a toujours besoin de savoir d'où on vient, de connaître notre noyau. Et c'est à Perle du livre de Perle de répondre les histoires nous inventent. Merci. Donc Théo et moi allons rapidement vous présenter la sélection du prix. Il y a 8 livres dans la sélection. Il faut savoir que chaque blogueur a apporté dans la sélection son coup de cœur littéraire de l'année précédente. Donc, forcément, les livres ne plaisent pas à tout le monde. Il y a eu des débats acharnés pour élire les finalistes et même les gagnants. Mais malgré tout, c'est aussi ce qui fait l'enrichissement, la richesse d'un prix, c'est que ça a causé débat, ça a fait parler des livres, ça a fait parler des auteurs et de littérature. Donc on vous invite vivement à lire ces 8 livres, même s'ils ne sont pas tous finalistes et gagnants forcément. Et donc on va commencer par L'île du temps perdu. Donc dans un univers onirique et plein de douceur, Sylvana Gandolfi, l'auteur, nous fait découvrir la délicieuse vie de tous les objets, toutes les personnes, tout le temps perdu sur Terre. Ce roman dégage une impression de calme, de paix, de tranquillité, véritable havre de douceur. Une idée originale servie par une construction efficace. Le deuxième roman qui était dans la sélection, c'est Sur les 3 heures après dîner de Michel Quin, qui est publié chez Scripto de Gamer Jeunesse. Alors c'est un titre assez ancien, je ne sais plus quelle année il a été publié, mais il y a quand même quelques années.
C'est un livre sur le théâtre, mais aussi sur tous les thèmes dont parle le théâtre dans beaucoup de pièces, l'amour, grandir, la mort. Et c'est un livre très sensible qui finalement, comme le théâtre le fait si bien, fait grandir le lecteur. Ensuite, Les autos d'affaires de Marine Carteron. Donc, Marine Carteron engage une carrière prometteuse avec ce roman. Son histoire voit s'affronter la confrérie, protectrice du savoir, et les autos d'affaires, qui veulent le contrôler pour mieux contrôler la population. Sur cette trame classique d'affrontement se dégagent des réflexions intéressantes autour du livre et de la culture, mais l'auteur tissocie les fils d'une histoire qui ne s'essouffle pas, grâce notamment à Césarine, jeune sœur du héros, autiste, dont les pages du journal intime sont une bouffée de rire et de fraîcheur pour le roman. Un autre roman qui est dans la sélection, c'est Lucide. Alors, je vais essayer de pas écorcher les noms, d'Adrienne Stoltz et Ron Bass, qui est publié chez la collection R de Robert Laffont. Là, c'est plutôt du young adult. C'est un roman addictif et quand on le commence, on ne peut pas s'attendre à... On ne s'attend pas à ce que le roman nous emporte autant dans la psychologie des personnages jusqu'à un point où on devient les personnages. Donc ensuite, je vais vous parler de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est le seul roman adulte de notre sélection et voici comment Vavi nous en parlait au début de l'année. La horde, ça te prend au ventre, ça te coupe le souffle, ça te retourne le ventre et le cœur. Il y a des grands mots lancés dans le vent, une quête presque mystique. En découle un roman unique, puissant, titanesque. On tient quand même à souligner que la Horde a failli finir dans les 3 finalistes, mais le débat a été rude et il a fallu choisir 3 finalistes qui sont Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Bokeh Jeunesse, dont vous avez peut-être beaucoup entendu parler. C'est une histoire d'amour entre Eleanor et Park. D'ailleurs, j'ai dû dire Eleanor and Park, mais c'est Eleanor et Park, forcément. Eleanor et Park tombent amoureux l'un de l'autre. Et comme le disait Clémentine sur son blog, nous aussi on tombe avec eux. C'est une histoire d'amour très juste, très belle et très délicate. Il y a ensuite Tant que nous sommes vivants, roman, conte, mythe, on ne sait pas dans quoi classer Tant que nous sommes vivants. Peut-être parce qu'Anne-Laure Bondou a fait de son livre un chef-d'œuvre, tant par le mélange des genres que par la construction de l'histoire. Les personnages sauront tour à tour prendre vie sous la plume délicate de l'auteur qui a su dépeindre de manière extrêmement juste l'humanité dans son intégralité, dans ce qu'elle a de plus sombre comme dans ce qu'elle a de plus beau. Tant que vous êtes vivant, lisez et relisez le parcours de Boé à main, depuis la ville et son théâtre jusqu'à la mer et son rivage. Envelez-vous pour un temps à leur côté et vivez, car c'est bien de cela qu'il s'agit, de vie. Et enfin, le livre de perles de Timothée de Fombelle. Comme encore une fois le disait Iris à propos de ce livre, Timothée de Fombelle se réinvente. Et le livre danse entre autobiographie, roman, conte. Et comme chacune des histoires de Timothée de Fombelle, cette histoire nous invente. Comme vous avez pu voir, on a aujourd'hui la chance d'être en présence de Alain Bondou et de Timothée de Fombelle qu'on apprécie tous beaucoup dans le public et j'imagine que vous aussi, si vous êtes là, vous devez beaucoup les apprécier. Et je vais rapidement les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc Alain Bondou a d'abord été édité chez Bayard Jeunesse et notamment été connu grâce au roman Les larmes de l'assassin. Et son dernier roman jeunesse est Tant que nous sommes vivants, qui est donc dans les finalistes de notre prix, qui a été publié chez Gallimard Jeunesse, et sinon elle a également publié des livres adultes, en littérature adulte, dont Excellence aussi, avec Jean-Claude Monleva. Et Timothée de Fombelle a été connu en 2007 avec la publication de Télé-Ness, qui est en 2 tomes, et qui a ensuite publié Banco, le tome également, et l'année dernière, son nouveau roman, le livre de perles, a reçu la pépite ici au Salon du Livre de Montreuil. Et encore plus récemment, il s'est essayé un nouveau genre, qui est l'album, et il a publié avec Louis Scheller un album qui s'appelle La Bulle, et qui est également publié chez Gallimard. Donc voilà, merci. D'une façon un peu originale pour présenter
le livre de l'autre. La vache, ça nous prend dépourvu parce que moi j'ai pas relu le livre de Père depuis un an. Il faut réviser, c'est Je me connu. demandé si tu avais révisé, tu m'as dit que non. Alors, je vais vous parler des souvenirs. Parce qu'en fait, alors, Plus intéressant. voilà. Pour moi, de manière générale, ce qui compte, ce sont les souvenirs de lecture plus que les livres finalement, parce qu'on se rend compte quand on est lecteur qu'on réinvente, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre présentation, on réinvente en permanence les livres qu'on a lus. En général, par exemple, moi je me souviens plus du tout des intrigues, en revanche, il me reste l'impression que j'en ai eu à l'époque de la lecture, peut-être même le lieu où je lisais le livre, ou l'ambiance dans laquelle je me trouvais, et puis il me reste des choses très ténues, une scène, une couleur, voilà. Alors je vais vous parler de ce qui me reste du livre de perles que j'ai lu il y a un an. Il me reste déjà un moment de lecture, je l'ai lu pelotonné dans un fauteuil qui depuis est cassé. Donc je le regrette bien parce qu'il était vachement bien ce fauteuil, il était confortable. Et je lisais dans un rayon de soleil hivernal, enfin automnal, chez moi avec de la musique classique qui accompagne extrêmement bien la lecture. J'ai un souvenir de douceur, j'ai un souvenir de rêverie, j'ai un souvenir de moments plus durs. Je me souviens d'un personnage sous la pluie qui attend sur un trottoir. Je me souviens de Timothée, que je connais un petit peu, assis sur les marches au bord de la Seine, tandis que, et puis un bal des pompiers mythique, où il semblerait que peut-être il ait pu draguer ou se faire draguer de ses patrons par une bande de filles, dont je ne me souviens plus tellement la nationalité ni les détails et tout. Ah, je dis rien. Non, je me souviens d'une cabane au bord d'un étang, je me souviens, voilà, ce sont des flashs comme ça, mais le tout baigné d'une grande douceur et puis d'une réflexion sur ce qu'est la littérature. Et c'est ça qui me plaît en fait aussi beaucoup dans ce livre-là, c'est que ça parle du créateur et de sa créature, on pourrait dire, qui est le livre, et du rapport qu'on a avec les rêveries qui deviennent, enfin, nos rêveries qui deviennent nos vies. Ça va, j'ai bon. T'as tout bon et tu me mets une très forte pression. Même si tu m'arranges aussi dans le fait qu'on ira à détailler l'intrigue. Parce que tu nous mènes sacrément en bateau tant que nous sommes vivants. Je me souviens aussi très bien du lieu et des conditions dans lesquelles je l'ai lu. On en parlait tout à l'heure avec une lectrice là, pendant la signature sur le fait qu'effectivement, elle m'avouait qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui se passait dans le livre qu'elle me faisait signer, mais qu'on avait une sorte de halo, de trace, et pour moi c'est cette trace-là, cette couleur, et je pense que ça nourrit en direct, c'est vraiment une intraveineuse de vie, et on n'a pas à ensuite pouvoir identifier de quelle partie de notre sang ce sang-là, et voilà, quelle partie de notre sang ce sang-là a nourri, c'est vraiment, c'est présent en nous, c'est tout. Je vais quand même essayer d'être un peu plus précis que ça. Oui, j'aimerais beaucoup Et bon, alors moi, pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un livre qui est moins sur les mécanismes de l'écriture comme le mien, mais beaucoup plus sur ceux de la vie. Et pour moi, il te colle à la peau de manière bouleversante. Pour moi, c'est à la fois un mélo absolu, parce que c'est le mélodrame, ou même de la mélotragédie. Il y a vraiment des larmes, du sang, de l'amour, à ne savoir qu'en faire. Cette illusion-là, on sent dès le début que cet amour qui est là au début du livre, il y a quelque chose de fêlé, et moi j'ai senti cette menace dès le début, alors qu'on nous décrit une sublime histoire d'amour, qui pour moi rejoint Tristan et Iseult, rejoint les grands mythes amoureux, et pourtant je sentais cette fragilité qui m'inquiétait, aussi parce que je reconnaissais Alain Rondeau, et vraiment à chaque mot, à chaque page, et ça me faisait peur. Peut-être aussi parce que j'avais lu, son livre qui va être le livre précédent, qui s'appelle L'autre moitié ou l'autre côté, l'autre moitié de moi-même, qui a somptueux livre chez Bayard, peut-être dans un stand ici.
Demoiselle Valère, qui là, pour le coup, fait un retour sur elle, sur ce qu'il a dit sur sa vie et sur les joies et les fêlures de la vie. Voilà, donc, et ensuite, je me suis dit, alors là aussi, je pourrais faire la rafale de souvenirs, du genre, par exemple, des héros qui portent un numéro, je trouve ça extrêmement pratique, des personnages, c'est plutôt que se crever à trouver des noms. Et ce chemin, initiative très éloignée de ma manière de construire les histoires, parce que, et qui rejoint beaucoup plus une manière antique, je trouve, de construire des odyssées, de construire, c'est-à-dire un cheminement, alors que moi je construis plutôt des petites mécaniques un peu plus ramassées d'un certain côté, même si elles sont assez complexes dans les apports. Voilà, mais c'est un roman que je vous conseille pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Laure Rondeau est dans le top. Moi aussi, elle serait largement finaliste dans les auteurs qui comptent le plus pour moi depuis un bout de temps, de Condamne et l'Assassin en particulier, qui a été un grand choc, mais aussi Pépite, mais aussi tous ces romans m'ont touché. J'ai un peu de retard parce que je ne suis pas sûr d'avoir lu qui a été réédité par Secta et Capital, alors que, a priori, c'est tout ce que j'avais. Que te dire, c'est merci. Bon, c'est un hommage à ton aîné, parce que j'ai quand même 2 ans de plus que Timothée. Je conçois et je trouve ça normal qu'ils aient un hommage. Je disais ces livres à 7-8 ans. À 7-8 ans, je disais ces livres. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai des grands souvenirs de Toby ou de Vango, bien entendu. En fait, pour vous dire qu'on va pas se taper dessus normalement à la fin. C'est pour ça qu'on nous a choisis pour ce débat. Merci beaucoup pour cette très belle présentation de mes 2 œuvres que vous avez présentées. Et donc, comme chaque année, le Salon du Livre de Montreuil a un thème. Et cette année, le thème, c'est pour devenir un peu faux, donc le rapport entre le réel, l'imaginaire, comment la littérature et la littérature jeunesse en particulier s'interrogent sur ces 2 notions. Et donc, vos 2 romans, Le Livre de Perles et Un couteau vivant, vous paraissent vraiment entrer parfaitement dans le thème. Vous avez réfléchi aussi sur la notion de conte, sur comment les histoires vous aident à avancer et en quoi nous avons besoin de l'histoire, mais peut-être que des fois il faut aussi être capable de les laisser derrière soi. Et donc la question c'est de quelle façon votre imaginaire, les histoires que vous construisez tous les jours influent votre manière de voir la vie réelle. Waouh. J'aime beaucoup cette question. Elle pourrait être formulée dans les 2 sens en fait. C'est comment ça interagit en fait. Et là j'ai une réponse qui est vraiment de circonstance parce qu'il se trouve que depuis le 13 novembre, depuis les attentats à Paris, j'ai été beaucoup dans les classes, c'était mon calendrier initial, et donc il se trouve qu'il y avait des classes qui avaient lu des livres de moi qui sont assez anciens, notamment un qui s'appelle Les Larmes de l'Assassin. Et quand je me suis pointée dans une classe 3 jours après les attentats, et que toute cette classe de 4e avait lu Les Larmes de l'Assassin, d'un seul coup j'en avais une lecture moi-même complètement différente. C'est-à-dire que c'est un roman dans lequel j'avais une conviction extrêmement forte à l'époque, qui était de dire qu'un assassin, un archétype de l'assassin, c'est-à-dire cet homme qui ne sait rien faire d'autre que tuer, allait pouvoir devenir, parce qu'il rencontre un enfant qui éveille en lui une flamme, cet homme assassin allait pouvoir devenir un être humain, et que je lui fais suivre une trajectoire où il ne peut plus tuer. Et là, d'un seul coup, à la lumière de cette réalité des attentats parisiens, eh bien, je me suis demandé si je serais capable aujourd'hui d'écrire ce livre comme ça. Et pour l'instant, je dois avouer à mon grand désarroi que ma réponse est non. Non, je ne crois plus aussi fort que j'y croyais il y a 10 ans qu'en chaque être humain, il y ait cette capacité à changer, qui est cette infime part d'humanité qu'on puisse éveiller. Je n'y crois plus aussi fort. Et ça, pour moi, c'est comme si le réel était venu télescoper mon imaginaire et le mettre par terre. C'est assez douloureux.
c'est très bouleversant intérieurement, et je ne sais pas ce que j'en ferai sur un plan littéraire, mais j'en suis là aujourd'hui. Et c'est pour dire que voilà, quand on écrit, on parle de sa façon de voir le monde, et cette façon de voir le monde, elle évolue au gré du monde aussi. Et aujourd'hui, c'est la réponse que je peux faire à ta question. En fait, je me suis posé assez récemment cette question sur à quoi ça sert. Enfin, à quoi ça sert et pourquoi j'ai décidé de raconter des histoires et d'écrire. Et c'est, on devrait se la poser tous cette question, c'est quelle est la raison première? Il y a plein de raisons. Pouvoir vous rencontrer, avoir une postérité, parce que peut-être qu'il y aura quelques livres qui traîneront après ma mort dans des librairies, chez les bouquinistes. Voilà, pas du tout. Alors dans mon cas, c'est pas du tout ça. Et j'ai une réponse que j'ai depuis un certain temps d'ailleurs. Ça fait assez longtemps et je la vérifie. C'est moi, il y a des gens pour qui ce serait rendre justice, par exemple. Il y en a d'autres pour qui ce serait témoigner. Il y en a d'autres pour qui ce serait... moi, ma réponse, je crois que c'est clair, c'est rendre la vie un peu plus belle. C'est vraiment mon humble, ma très modeste vocation d'auteur. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me donne envie d'écrire. Et c'est sûr que tous mes projets d'écriture sont tournés vers cette idée-là, c'est ce rapport au réel, qui est de prendre le réel et de montrer, de le rendre un peu plus intense ou un peu plus beau à travers la création. C'est tombé sur le livre, ça pourrait être sur autre chose, c'est vraiment ça qui m'anime. Mais je suis d'accord que le sujet de ce salon, le vrai, le faux, nous va très bien. C'est plutôt les derniers qu'on était très mis à l'honneur la nouveauté de livre, parce que ce qui est génial dans la sélection, c'est que je ne vous dis pas qu'il faut des livres sortis après le mois de mars ou des choses comme ça. Il y a des vieux livres qui ont 2 ans, 3 ans, et qui existent toujours. Donc, et cette année, vraiment, en tout cas, moi, c'est le sujet qui m'intéresse le plus, l'imaginaire, le réel et leurs frontières. Et donc, à New York, vous parlez des attentats, et selon certains membres du jury, votre livre, Tant que nous sommes vivants, répond à oui, c'est ça, parce qu'il y a une notion d'espoir, les catastrophes. Et est-ce que vous avez travaillé sur cette notion d'espoir, de quelle façon? Alors oui, ça, par exemple, tout à l'heure, je vous ai fait part de mon ébranlement par rapport à une conviction qui est que peut-être en chacun en tout être humain, il y a cette part d'humanité. En revanche, ce qui n'est pas ébranlé du tout, c'est cet espoir-là. C'est-à-dire que, confronté à ce réel aussi violent, aussi barbare, aussi absurde, aussi inquiétant, ma première réaction a été, j'ai ressenti une sorte de détermination à me dire mais non, non et non. Je ne veux pas que cette violence-là gagne et nous mette par terre. Et donc ça, heureusement, n'est pas atteint, n'est pas brisé, n'est pas foulé au pied par la réalité. Et donc je continue de signer et de re-signer les trajectoires de mes personnages qui sont... je ne les épargne pas, c'est vrai. Il leur arrive les pires choses. En fait, je m'aperçois que même dans des moments plus drôles, je parlais de mécanique tout à l'heure, une des mécaniques que j'ai, c'est de faire tomber sur la tête de mes personnages le plus de catastrophes possible, en fait. Et voir ce qui, comme les petits personnages qu'on mettrait devant soi, puis de voir s'ils se relèvent. Et ils se relèvent toujours, les miens. Et jusqu'à présent, rien n'a réussi à les abattre complètement. Pas même
pas même la fin d'un amour, pas même une guerre, pas même le deuil, que ce soit d'un chien, que ce soit d'un être humain. Les personnages se relèvent toujours. Et bon, j'espère que je ne me trompe pas et qu'il n'y aura pas d'autres éléments qui vont faire plancher ça en moi, parce que franchement, c'est ma façon de vivre aussi ma vie à moi, c'est-à-dire de me relever toujours. Je vous rassure, je ne vis pas autant de malheur que les personnages. C'est peut-être au tutoie d'ailleurs, puisqu'ils n'en vivent pas. Peut-être que c'est une façon de prévenir contre le mauvais sort, mais je me suis toujours relevée. Et ça, j'y crois profondément. Donc, j'espère que je ne reviendrai pas dans quelques temps vous dire que je vais être trompée. Voilà, j'espère aussi. Et justement, ma question c'est est-ce que justement cette notion d'espoir, est-ce que vous la. Comment est-ce que pour vous c'est encore plus important parce que vous écrivez pour la jeunesse et donc pour des enfants ou adolescents, des gens qui ne sont pas encore. Qui ont encore toute une vie devant eux et qui sont. Aussi, on a toute la vie. Oui, non, c'est pas. Non, mais ce que je veux dire c'est que Ah non, mais on se libère un après-midi. On vient là, on est en train de dire que ça y est. C'est fini. De toute façon, il faut laisser la place. Il y a des blogueurs qui sont prêts à écrire. C'est on a compris. J'ai bien compris que vous avez compris, mais justement, mais justement, est-ce que cette notion d'espoir est encore plus importante pour vous parce que vous écrivez pour la jeunesse ou est-ce que C'est dans notre nature. Voilà. Je crois quand même que je suis. Mais je préfère, en fait, à vrai dire, maintenant, je vais éviter cette histoire d'espoir, de lueur, des choses comme ça. Je trouve que le personnage, il est simplement des histoires dont on se relève, dont les personnages se relèvent, ça dit mieux ce qui est cette sorte de contrainte que je me fixe, mais qui est, pour moi, est très naturelle. Même si je peux avoir écrit du théâtre, des choses très sombres qui se terminent affreusement mal, il y a quelque chose qui sauve, l'histoire. Et ça peut être tout simplement l'histoire, le fait que cette histoire se raconte. Et ça peut être juste la force de l'histoire qui sauve des personnages qui, eux, tous sont décimés. C'est un peu la définition de la littérature pour moi, ça. Mais c'est vrai que je pense que je me dis que c'est quand même la moindre des choses quand on écrit des livres sur lesquels il peut y avoir, il n'y a même pas écrit Gallimard jeunesse, il y a quelques Gallimard parce qu'il ne fallait pas effrayer les vieux, mais normalement il y a marqué Gallimard jeunesse. La seule contrainte, effectivement, c'est cet espoir-là, et je pense que ça ne veut pas dire que, je peux vous dire que Toby, en gros, je leur fais rouler des tracteurs dessus, vraiment ils sont mis dans la machine à laver, c'est terrible, je ne devrais vraiment pas être en place, et pourtant il y a une sorte d'énergie vitale qui triomphe. Et je pense que c'est propre à cette littérature. Je penserais moins à Sylvie si je me disais que jamais un lecteur de 14 ans va peut-être lire ce livre un jour et voilà, c'est vrai que c'est lié à la littérature et c'est la seule contrainte parce que Dieu sait que je ne fais pas des livres plus simples pour que les petits-enfants puissent les comprendre ou que je ne fais pas des livres plus courts pour ne pas effrayer les jeunes lecteurs. Je me fiche de tout ce qu'on dit sur l'état du lectorat de moins de 20 ans. J'écris juste les histoires que j'ai en moi et peut-être j'ai une petite vigilance sur ce point-là, effectivement. Moi, si ça se trouve, c'est quelque chose que j'ai en moi de toute façon et que peut-être quoi qu'il arrive, quel que soit le lectorat en question, j'écrirai toujours sur des personnages qui se relèvent. Parce que c'est probablement dans ma façon de voir les choses. Et cela dit, étant moi-même mère de jeunes adultes, et je pense que Timothée c'est pareil, tu es papa, c'est vraiment un truc que j'ai envie de dire encore plus
à des jeunes personnes, c'est que franchement, la vie, ça vaut le coup. Ça, je le martèle à chaque fois. Alors, ça veut dire qu'il faut se secouer un peu aussi, hein, ça suppose un peu quelques efforts, mais ça vaut le coup pour ça. Vous parliez des lecteurs aussi, et quel est votre rapport avec ces lecteurs? Est-ce que vous écrivez en pensant aux lecteurs, en sachant que voilà, vous pouvez les rencontrer lors des salons, mais il y a aussi des blogs où les avis sont... Ah non, on pense plus aux lecteurs, on pense qu'aux blogueurs. Parce que pour les autres, ils aiment pas, on s'en fiche. Alors moi, je suis pas très branchée nouvelle technologie, mais j'ai un ordinateur et je sais à peu près aller sur Internet, voir les avis sur les livres. Maintenant, c'est vrai que je n'interviens pas. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des conversations entre lecteurs. Je trouve ça formidable que ça existe. Et puis, de toute façon, formidable que ça existe. Et c'est votre univers, votre... j'ai pas envie d'intervenir. Parfois, je vois qu'il y a des empoignades ou des gens qui ne sont pas d'accord et tout. Comme dans un... Voilà, comme si c'était autour d'une table chez les gens. Je n'invite pas à la table de force, donc c'est vrai que je n'interviens pas. En plus, je me dis que c'est presque votre intimité. Alors oui, je suis curieuse de voir un peu ce qui se dit et ça me fait plaisir. Parfois ça me reste, parfois je me dis quand même, non, je suis pas d'accord et tout ça, je peux avoir des réactions, mais je les garde pour moi. Et à l'occasion, en revanche, je suis toujours contente de rencontrer des gens qui se dévoilent leur vie dédicace en disant j'ai fait un blog ou une vidéo sur votre livre et mon pseudo c'est ça, et je fais ah oui d'accord, ça c'est quelque chose. Et après j'ai identifié parmi vous quelques personnes, et je préfère rencontrer en vrai. Franchement, dans les rencontres en vrai, tu continues en fait, enfin, ces séances de signature, ça t'apporte toujours c'est pas tellement les signatures comme toi, j'imagine, c'est plutôt les rencontres dans les... on aime bien signer quand même, hein, c'est pas le problème, mais c'est qu'on rentre moins dans une vraie relation lors d'une signature en général. Surtout Timothée qui a toujours énormément de monde qui est obligé de se dépêcher. Mais disons que moi je préfère les rencontres en classe ou comme là, on débat, c'est une occasion de discussion. Alors moi, tout à fait la même chose pour tout ce qui est en ligne, on va dire. C'est vraiment... on n'imagine pas à quel point ça prend une place importante dans le monde maintenant de l'édition. C'est-à-dire c'est les relais premiers, même par rapport à nos amis journalistes qui ont beaucoup moins de place et finalement de moins en moins d'importance par rapport à la place des blogueurs. Je parle surtout de la littérature jeunesse. Et donc c'est vrai que j'ai vu en un an, en gros en un an, parce que je me souviens, avant le livre de Perles, quand on m'a dit on envoie à plein de blogueurs et tout ça, je ne sais pas si j'ai osé le dire, mais j'avais envie de dire non, pas à tous les blogueurs. Il y en a qui voilà, ils vont se croire obligés de dire quelque chose sur le livre alors qu'ils n'ont pas envie de le lire. Pendant l'aventure du livre de Perles, j'ai senti qu'on basculait dans un monde où vraiment d'abord ça se professionnalise extraordinairement et donc il y a vraiment une qualité CD. J'ai toujours remarqué que les matchs de boxe les plus intéressants, c'est les matchs qu'on dit amateurs, mais les plus grands boxeurs, les plus connus sont des boxeurs amateurs. Et en fait, le professionnalisme est fait passer dans une catégorie qui ne m'intéresse plus finalement. Mike Tyson, c'est un boxeur amateur. C'est un peu la même chose, et j'ai beaucoup de mots amateur. Chez ces blogueurs qui soi-disant font autre chose dans la vie, souvent, je ne vois pas comment ils peuvent faire autre chose, parce que ils ont un abattage incroyable. Et donc, oui, c'est un maillon très important et qui me touche beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire quoi que ce soit qu'on dit sur mes livres, donc je regarde l'idée générale. Je sais qu'en gros, c'est qu'ils sont contents, ils ne sont pas contents. Je vois ça simplement, mais je n'arrive pas bien à lire attentivement, mais je fais lire autour de moi. C'est la même chose pour la presse, la même chose pour... je vois simplement... et puis, les rencontres en vrai, que ce soit dans des salons, des rencontres, c'est toujours un carburant, une énergie qui est prise, une surprise, de se rappeler qu'il y a quelqu'un derrière le livre, alors que je sais qu'on y pense en écrivant, mais
mais on n'incarne pas comme ça. Et là, rien qu'en une matinée ce matin, en 1h30, j'ai de quoi tenir pour 3-4 ans dans la beauté de ce qui peut être dit par les gens qu'on rencontre et qui disent, alors surtout que maintenant, je suis un vieil auteur, comme on nous l'a dit tout à l'heure, et donc je vois des gens qui disent vous êtes toute mon enfance, les gens de 20 ans. Mon enfance, et ça pousse un peu, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire. Mais alors rappelez-vous aussi en tant que lecteur que c'est vous qui faites le livre pour moitié, quoi, vraiment. Moi je suis lectrice aussi, je sais combien je fabrique mon propre livre pendant ma lecture. Et donc moi il y a un moment donné où aussi je suis tout comme Timothée émerveillée d'entendre les réactions. Je me dis mais ça c'est la lecture, c'est la lecture qui crée. Non, je dis pas que les chevilles gonflent. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est mon problème. Voilà, c'est mon problème, on va pas en faire. Non, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, en revanche, c'est pour ça que quand vous discutez entre vous sur les forums et tout ça, je trouve ça super. Et voilà, vous parlez de vous en fait. Plus que du livre presque, parfois. Donc c'est ça que je préfère vous laisser. Et pour celui qui écrit, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Timothée, mais à un moment donné, moi, je ferme. C'est ce que tu disais d'ailleurs aussi, un peu pour fermer la porte dans les fenêtres. Parce que sinon, c'est un envahissement de notre univers qui a besoin de calme, enfin, qu'on a vraiment de silence, de réclusion. Et donc, il y a un moment, et par exemple en 2016, là même, je disais à Timothée tout à l'heure, sur une semaine, je suis en vacances de gens. Je ne vais plus voir personne pendant un an. Faites-moi la paix. Non, c'est pas ça. Mais vraiment, je ferme ma porte parce que je ne peux pas écrire et en même temps être en lien comme ça si souvent et si intense avec les lecteurs. Donc il y a un temps pour ça et un temps pour l'écriture. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait Iris tout à l'heure sur le réel et l'imaginaire. On ne peut pas avoir en direct communiqué des avis et en même temps être dans son écriture, dans la vraie vie, vivre, pas dans son écriture, en fait de simplement vivre. Depuis quand t'as pas passé l'aspirateur? Ah non, ça c'est pas un problème. Ça, alors là, moi je veux changer l'interview. Bon alors, et la vaisselle? Depuis quand t'as pas fait la vaisselle? Ce matin, 9h. J'ai plus rien à dire. Moi j'ai un lave-vaisselle. Parce que mes droits d'auteur me permettent un petit peu. Et je me promets que ça viendra et que j'ai déjà choisi sur le catalogue Darty. Pour Noël. Pas encore, un jour. Quand j'aurai vendu autant de livres que toi. Pour Noël. Et pour en revenir justement au thème de l'imaginaire et du réel, est-ce que si vous aviez la possibilité, vous aimeriez vivre les aventures que vous avez écrites? Non, c'est pas évident. Non, mais en fait, attends, si, il y a deux phases dans ma réponse. En fait, je les ai vécues. Parce que tant que nous sommes vivants, par exemple, j'ai tout vécu de cette histoire. Sauf que je ne l'ai pas vécu comme ça, dans ces circonstances-là. Non, je n'ai pas travaillé à l'usine, non, je ne me suis pas fait amputer les deux mains, etc. Mais oui, j'ai eu à un moment donné l'impression qu'on m'avait amputé les deux mains. Oui, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je perde une part de moi pour avancer, etc. Fondamentalement, j'ai vécu cette histoire avant de pouvoir l'écrire. Parce que le carburant premier de l'écrivain, c'est ce que tu disais à l'instant, Timothée, c'est la vie. Et donc, quand on me demande parfois qu'est-ce qu'il faut pour être écrivain, je dis la première des tâches que vous avez à remplir, c'est de vivre. Il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'un écrivain, c'est pas quelqu'un qui s'extrait de la vie et qui se met dans un coin et qui ne bouge plus. On peut être observateur, certes, il y a des moments où il faut se situer un tout petit peu sur le côté. Mais moi, mon matériau premier, il est dans mes propres expériences de vie. Donc, j'ai vécu cette histoire avant de la raconter. Simplement, je la transpose complètement, si bien que dans ma véritable vie, c'est pas aussi romanesque. Mais, grand Dieu, non, je ne préfère pas vivre ce que j'inflige à mes personnages. Moi, mon cri du cœur, c'était le même que toi, et en t'entendant, et petit à petit, je me disais, mais
En fait, c'était non, pour rien au monde. Et en même temps, j'ai aussi cette impression de vivre, mais là, on tourne la question en disant ça, de l'avoir vécu. On dit vivre vraiment. Et ça, donc j'aurais tendance à dire non, Toby et sa course, là, c'est épuisant, c'est trop fatigant pour moi. Rien que d'ailleurs, cette manière de se déplacer à la verticale, je ne sais même pas comment c'est venu à l'esprit d'un auteur, d'écrire ça. Mais en même temps, ou alors là par exemple, je viens de publier une nouvelle dans un recueil d'anthologie autour de la guerre de 14, qui s'appelle La Grande Guerre, c'est chez Hachette. Et cette petite nouvelle, ça se passe pendant la guerre, c'est extrêmement rude ce qui arrive, même si ça se passe à l'arrière. Et pourtant, il y a par exemple quelques heures, une demi-journée dans la courte nouvelle d'une vingtaine de pages que j'ai écrite, et quelques heures que je raconte, où une mère et sa fille s'enferment dans leur maison parce qu'il neige dehors, et qu'elles jouent, qu'elles se déguisent, et voilà, ces quelques heures-là, peut-être que j'aimerais les vivre. Il y a quand même des petites choses que j'ai envie, que j'aimerais bien vivre. Perle pas tellement, mais Van Gogh, faut avouer que est-elle, si j'étais Van Gogh, je veux bien la rencontrer. Et donc c'est plus on met quand même beaucoup, on met ce qu'on est, mais on met ce dont on rêve. Voilà. Mais c'est vrai, c'est très bien que ça soit à l'intérieur des livres. Merci à vous pour cette très belle rencontre, on était très heureux de vous avoir. Donc nos trois finalistes étaient Lanoren Park, Tant que nous sommes vivants et le livre de Perle. Je suis très heureux de remettre le troisième prix de la voix des blogueurs à Alain Pontou pour Tant que nous sommes vivants. Donc la sélection finale c'est très difficile, mais il fallait bien en choisir un. Et nous allons lire le prologue du livre, donc Nathan et moi-même, avant si Alain Pontou veut nous dire deux mots. Donc d'abord on va vous lire le prologue. Nous avions connu des siècles de grandeur, de fortune et de pouvoir. Des temps héroïques où nos usines produisaient à plat régime, Où nos villes se déployaient jusqu'au pied des montagnes, et jetaient leurs ponts par-dessus les fleuves. nos richesses débordaient alors de nos maisons, Gonflaient nos yeux, nos ventres, nos poches, tandis que nos enfants à peine nés, étaient déjà rassasiés. à ce moment sublime de notre histoire, Nous n'avions peur de rien. Autour de nous, des plaines fertiles s'étendaient à perte de vue. nos drapeaux flottaient, conquérants, au sommet des hautes tours que nous avions bâties. Et aveuglés par l'éclat de notre propre triomphe, nous avions la certitude que chaque pierre posée demeurerait là pour l'éternité. Mais un jour, Les vents tournèrent. emportant avec eux nos anciennes gloires, Des sommes colossales se mirent à changer de main 1000 fois par seconde. Des empires que nous avions vus immuables s'effondrèrent, tandis que d'autres s'engendraient loin de nos frontières. Dans une accélération imprévue, la fortune que nous en pensions acquise nous échappa. Nos villes, autrefois si grasses, devinrent sèches et laides. Les unes après les autres, nos usines cessèrent de produire, précipitant sur les routes des armées d'ouvriers aux mains vides. Dans les ports, dans les gares, nos cargaisons et nos trains restèrent à quai. Nos banques fermèrent, Puis se firent nos petits commerces, nos grands hôtels, nos stades. nos théâtres. Bientôt, nos enfants eurent faim. Et comme chacun redoutait de perdre le peu qui lui restait, La peur nous enveloppa de son haleine glaciale. Plus de drapeaux, plus de désirs, plus de rêves. le feu qui nous avait habités s'était éteint, et notre communauté se replia sur elle-même. Une nouvelle commença. un temps sans panache ni projet, où plus personne, Pas même le vieux Melchior, ne devinait l'avenir. Nous attendions quelque chose, mais nous ne savions pas quoi. ceux qui travaillaient encore se levaient,
chaque matin, aussi fatigués que la veille, et s'endormaient chaque soir sans révolte. Tels des bêtes engourdies par le froid, nous retenions notre souffle et les battements de nos cœurs. Nous ne vivions plus qu'à moitié. Pourtant, au milieu du renoncement général, Certains eurent l'audace de tomber amoureux. les plus fous d'entre eux s'aimèrent. Beau et Ama furent de cela. Les témoins de leur rencontre s'en souviennent, demandez-leur. Ils vous raconteront alors l'étrange impression qui s'empara de tous lorsque Beau entra un matin d'hiver dans la salle des machines. Voilà, d'abord, je voudrais remercier Tom et Nathan parce que c'était une super belle lecture. En plus, avec ce système des deux voix, ça rendait quelque chose de très puissant. Merci beaucoup. Et puis merci évidemment à tous ceux qui ont voté, pas que pour moi, qui ont voté, qui ont participé à cette opération. Je suis vraiment très touchée par ce prix. Alors d'une part, en plus, c'est vrai que j'étais pas trop dans le coup parce que je venais cette année au salon de Montreuil avec ma casquette de marraine des pépites, donc plutôt en pensant au livre des autres, et j'étais hyper contente de participer à un jury pour décerner des prix à quelqu'un d'autre, et puis là du coup j'en ai un en retour, alors ça fait effet boomerang, ça me fait drôlement plaisir, c'est vrai que qu'est-ce que c'est agréable quand même. Et c'est un viatique pour ton année loin du monde. Oui, voilà, je penserai à vous, je vais accrocher, voilà, ça va donner le coup d'envoi à mon année d'écriture, ça me donnera la pêche. Dans cette année un peu spéciale qui a été 2015, voire très très spéciale, très difficile, je pense énormément aux jeunes de votre âge. Moi j'ai des enfants qui ont 20 ans et 23 ans aujourd'hui, c'est cette génération qu'on appelle maintenant Bataclan depuis quelques semaines. J'entendais ce prologue qui était lu, que j'ai écrit il y a 2-3 ans maintenant. Et je me disais, oui, c'est vrai que le monde dans lequel vous vivez votre jeunesse, il est quand même pas très facile. Mais je crois encore que c'est possible de voir arriver l'amour, notamment, et d'être ébloui comme ça, comme les personnages, par cette étincelle de vie. Et que ce feu du désir dont je parle dans le roman, qui a vraiment guidé mon écriture tout le long, je crois qu'il est en chacun d'entre vous. Ne l'oubliez jamais, il peut être sous les pages d'un bouquin, bien sûr, mais il peut être aussi chez votre voisin, dans un sourire, dans la moindre petite chose de la vie de tous les jours. Il n'est pas forcément dans des grandes choses, parce qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'on n'existe pas si on ne fait pas quelque chose de gigantesque. Mais non, c'est tous les jours des petites choses qui font que la vie est belle. Donc n'oubliez pas ça, parce que là, il y a des gens qui essaient de vendre à des jeunes esprits des choses tellement énormes et violentes que ça me questionne très profondément. Et j'ai envie dans mon écriture, moi, de proposer autre chose. Donc j'espère que le prochain roman sera à la hauteur de ça. Et ça me donne des ailes, je vous remercie beaucoup. Donc, merci beaucoup Anna Rabou. Vous pouvez retrouver son livre sur le stand de Gallimard Jeunesse juste à côté de la salle littéraire. Vous pouvez aussi voter sur la page Facebook, il y a un document que vous retrouverez sur la page pour la mention des lecteurs, donc qui est la mention de vous tous. Vous pouvez voter pour le livre que vous préférez dans la sélection jusqu'à demain soir, minuit. Voilà, et sinon, encore merci encore à Timothée Trombel et puis un grand bravo à Laurent.